Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astuces et Conseils. Aujourd'hui, nous allons explorer les lois de 6 à 10 de Robert Greene, tirées de son célèbre livre Les 48 lois du pouvoir. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder la première partie où je décrypte les lois 1 à 5, je vous encourage vivement à le faire en consultant le lien dans la description. Revenons maintenant à nos lois du jour et découvrons ce qu'elles nous enseignent sans plus attendre. La loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Cette loi repose sur le principe selon lequel les gens portent un jugement principalement basé sur l'apparence. Ce qui n'est pas visible passe souvent inaperçu et est considéré comme négligeable. Ainsi, il est impératif de se distinguer dans la foule et d'éviter de sombrer dans l'oubli. Donc pour y parvenir, il faut être le point focal, c'est lui qui attire tous les regards. Il faut se rendre plus grand, plus éclatant et plus mystérieux que la masse terne et banale, devenant ainsi l'aimant qui attire l'attention de tous. Cette loi est illustrée de manière frappante par la fable de Guêpe et du prince. Dans cette histoire, une guêpe nommée Queue d'Aiguille aspire à la célébrité et à la renommée éternelle. Donc, pour réaliser son ambition, elle cherche un exploit qui la rendrait célèbre à jamais. Donc, lorsque le guêpe pique le petit prince dans son berceau, elle déclenche un événement qui attire immédiatement l'attention de tous. Le cri du prince, les hurlements et les agitations dans le palais captivent toute la maisonnée royale ainsi que le peuple de la ville. La situation devient chaotique et toute activité normale est suspendue alors que chacun cherche à comprendre ce qui s'est passé. La réflexion de la guêpe avant de mourir révèle une vérité fondamentale. Un nom sans réputation est insignifiant, tout comme un feu sans flamme. Pour la guêpe, l'expérience de la renommée éphémère obtenue par son exploit tragique lui montre que pour être véritablement mémorable, il faut attirer l'attention à tout prix. Cette fable indienne, elle souligne l'importance de l'attention dans la construction de la réputation et du pouvoir. En utilisant cet exemple, on peut illustrer comment ceux qui réussissent à attirer l'attention du public, que ce soit par des moyens positifs ou négatifs, acquièrent une légitimité spéciale et une influence accrue sur leur environnement. Passons maintenant à la loi numéro 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Cette loi offre une vision stratégique de la réussite en deux volets principaux. Tout d'abord, elle met en avant l'efficacité et la sagesse de déléguer une partie du travail, de puiser dans la sagesse collective et le savoir-faire des autres pour parvenir à ses objectifs plutôt que de s'atteler seul à toutes les tâches. Ensuite, elle nous met en garde contre le risque que d'autres tirent profit de notre travail sans que nous en retirons les mérites qui nous reviennent légitimement. Alors, un exemple éclairant de cette loi est celui de Rubens, le célèbre peintre flamand. À la fin de sa carrière, Rubens était confronté à une multitude de commandes qui dépassaient largement sa capacité à les réaliser seul. Donc, pour pallier cette situation, il a mis en place un stratagème ingénieux. Dans son vaste atelier, il employait une équipe de peintres spécialisés dans différents aspects de la création artistique, chacun maîtrisant un domaine spécifique, comme les vêtements, les paysages, etc. Donc ainsi, lorsque les clients importants venaient visiter son atelier, Rubens orchestrait une mise en scène astucieuse. Il enverrait ses assistants dans les champs pour peindre en plein air, tandis que lui-même travaillerait à une cadence effrénée devant ses visiteurs. Cette démonstration de productivité et d'énergie laisserait les clients impressionnés par les capacités prodigieuses de Rubens, ignorant souvent que la réalisation des œuvres était en grande partie le fruit du travail de son équipe. Donc cet exemple illustre parfaitement la quintessence de la loi, savoir déléguer le travail à d'autres tout en récoltant les fruits de leurs efforts pour être perçu comme un génie ou une force quasi divine. Passons maintenant à la loi numéro 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Cette loi révèle une stratégie subtile pour prendre l'avantage en incitant l'adversaire à agir selon vos propres conditions.
Donc plutôt que de réagir de manière défensive aux actions de l'adversaire, cette loi propose de les amener à réagir selon vos propres initiatives, vous conférant ainsi un contrôle accru de la situation. Un exemple historique emblématique de l'application de cette loi est celui impliquant Napoléon Bonaparte et Talleyrand lors du congrès de Vienne en 1814. À cette époque, Napoléon, exilé sur l'île d'Elbe, représentait une menace potentielle pour la stabilité de l'Europe. Voyant en lui une menace, Talleyrand conçut un plan ingénieux pour neutraliser Napoléon en le manipulant habilement. Alors Talleyrand utilisa des intermédiaires pour convaincre Napoléon qu'un retour en France serait accueilli avec enthousiasme et le placerait au sommet du pouvoir. En jouant sur l'ambition de Napoléon et en lui offrant une perspective séduisante de retour triomphal, Talleyrand réussit à inciter Napoléon à quitter l'île d'Elbe. Alors, le retour initial de Napoléon en France fut effectivement un succès, mais cela ne fit que préparer le terrain pour sa défaite finale à la bataille de Waterloo et son ultime exil sur l'île de Sainte-Hélène. Talleyrand avait réussi à piéger Napoléon en le forçant à agir selon ses propres termes, le conduisant ainsi à sa propre chute. Cette stratégie peut également être appliquée dans d'autres contextes tels que les affaires ou la diplomatie. En incitant l'adversaire à opérer sur votre terrain, vous le placez en position de faiblesse et prenez l'initiative. Continuons avec la loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Cette loi souligne que le succès obtenu en utilisant la rhétorique ou en haussant le ton ne sont souvent que temporaires et peuvent même engendrer du ressentiment chez l'interlocuteur. En revanche, lorsque vous obtenez l'accord ou la coopération de quelqu'un par vos seules actions, sans même avoir besoin de parler, votre pouvoir et votre influence en sont décuplés et leur effet est bien plus durable. Un exemple classique de cette loi est illustré par l'histoire de Michel-Ange et du bloc de marbre abandonné à Florence en 1502. Autrefois une magnifique pièce de pierre brute, elle avait été malencontreusement mutilée par un sculpteur maladroit, réduisant ainsi son potentiel artistique. Piero Soderini, le maire de Florence, envisageait d'abandonner le projet de sculpture jusqu'à ce que les amis florentins de Michel-Ange lui demandent son aide. Convaincu qu'il pouvait transformer ce bloc de marbre mutilé en une œuvre d'art exceptionnelle, Michel-Ange entreprit de sculpter une statue du jeune David, la fendre à la main. Des semaines plus tard, alors qu'il mettait la touche finale à sa statue, Soderini entra dans l'atelier pour inspecter le travail. Alors bien que Soderini ait mis une critique concernant le nez de la statue, Michel-Ange choisit de ne pas répondre par des mots. Au lieu de cela, Michel-Ange invita Soderini à monter sur l'échafaudage pour obtenir une perspective différente. Là-haut, Michel-Ange se mit à tapoter légèrement la pierre avec son burin, laissant tomber quelques éclats de marbre. Cette démonstration concrète du talent de Michel-Ange convainquit Soderini de l'excellence de son travail bien plus efficacement que n'importe quel discours aurait pu le faire. Cette loi met en garde contre l'ergotage, c'est-à-dire le fait de perdre du temps dans des débats inutiles. Elle souligne qu'il est souvent plus efficace de montrer la justesse de ses idées par des actions concrètes et des résultats tangibles plutôt que de discuter sans fin avec des personnes plus influentes. Enfin, la loi numéro 10. Fuyez la contagieux de la malchance et du malheur. Cela met en garde contre le danger de s'impliquer émotionnellement avec des individus dont la vie est marquée par la malchance et le malheur. Cette loi souligne que les états d'âme sont contagieux et que vouloir aider quelqu'un qui se noie peut vous entraîner vers votre propre perte. En effet, les individus malchanceux semblent attirer l'adversité et s'impliquer avec eux peut avoir des répercussions négatives sur votre propre vie. Donc il est préférable de rechercher la compagnie de ceux à qui tout réussit. Un exemple concret de cette loi est illustré par l'histoire de Lola Montey, une danseuse du XIXe siècle.
D'origine irlandaise, Lola Monté est arrivée à Paris dans les années 1840 avec pour objectif de faire fortune en tant qu'artiste. En dépit de sa renommée initiale, sa carrière de danseuse a commencé à décliner, la poussant à vendre ses charmes pour survivre. Lola Monté a réussi à attirer l'attention d'Alexandre Dujarrier, propriétaire du journal le plus lu en France à l'époque, La Presse. Dujarrier, éperdument amoureux de Lola, a tout fait pour l'aider à relancer sa carrière. Cependant, leur relation a entraîné une série de revers pour Dujarrier. Ses affaires ont périclité, ses amis l'ont évité et sa réputation en a souffert. Finalement, leur histoire tragique a culminé avec la mort de Dujarrier dans un duel provoqué par une querelle liée à Lola. Donc, malgré la tragédie, Lola Monté a continué son parcours en attirant le roi Louis de Bavière. Elle est devenue sa maîtresse favorite, bénéficiant de sa richesse et de son influence. Cependant, son comportement destructeur a finalement conduit à la chute du roi et à son abdication. Donc cette histoire illustre comment s'impliquer avec des individus malchanceux et toxiques peut entraîner des conséquences désastreuses. Lola Monté, en tant qu'agent infectieux, a contaminé la vie de ceux qui l'entouraient, provoquant malheur et destruction. Donc pour se protéger contre ces contagieux, il est essentiel de reconnaître les signes avant-coureurs et de maintenir une distance émotionnelle avec de telles personnes. Comme le disait Balthazar Gracian, connaître les gens heureux pour s'en servir, et les malheureux pour s'en écarter. Pour récapituler, nous avons vu 5 lois de Robert Greene qui offrent des perspectives stratégiques cruciales pour réussir dans différents domaines de la vie. Voici un aperçu rapide. Alors, ces lois offrent des conseils précieux pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même social. N'hésitez pas à les méditer et à les appliquer selon vos propres circonstances. Si vous avez des questions, des réflexions à partager ou si vous souhaitez approfondir certains points, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cela vous a été utile, n'oubliez pas à me laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. À bientôt.